Accrochez vos ceintures et poussez les gaz jusqu'à 88 miles par heure, parce qu'aujourd'hui, on part au Moyen-Âge, dans la chambre du plus célèbre écrivain français de cette époque, Chrétien de Troyes. Cet auteur nous a légué de nombreux romans de chevalerie, se déroulant autour de la table ronde et du roi Arthur. Or, il se trouve qu'il y a un élément étrange dans sa bibliographie. Il a écrit en même temps 2 romans très différents. Lancelot ou le chevalier de la charrette d'un côté et Yvain ou le chevalier au lion de l'autre. Du coup, on est en droit de se poser 2 questions. Pourquoi les a-t-il écrits en même temps? Et puisque ces histoires sont si différentes, Yvain serait-il une sorte d'anti-Lancelot? On va voir ça tout de suite. Générique. Alors là, non, parce qu'il y a quelqu'un qui anecdote géniale. Anecdote géniale. 31, voilà. Pardon, je veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zig. Pour bien comprendre l'anecdote du jour, il nous faut d'abord remonter au XIIe siècle pour faire le point sur nos connaissances concernant Chrétien de Troyes. Vous inquiétez pas, ça va aller vite, puisqu'en réalité, on ne sait pas grand-chose sur lui. Non, je crois qu'on s'est mal compris là. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? La vie de Chrétien de Troyes est en effet entourée de mystères. On ne connaît ni sa date de naissance, ni sa date de mort, et on ne sait rien de sa famille. On n'a même aucune illustration ou représentation de l'auteur. On sait juste qu'il s'appelle Chrétien, et qu'il était originaire de la ville de Troyes. C'est probablement un ancien juif converti, puisque l'on donnait souvent à cette époque le prénom chrétien aux juifs après leur baptême. On sait aussi qu'il a écrit de très fameux romans de chevalerie, s'inspirant de textes britanniques, notamment l'Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, et sa plus ou moins traduction, le roman de Brut de Robert Wass. Il n'a pas inventé Arthur ni la table ronde, mais il les a importés en France et a développé l'univers arthurien. Son succès en tant qu'auteur va lui permettre d'atteindre un statut que peu de trouvères ont eu la chance de connaître. Il va obtenir la protection d'une princesse de France, Marie de Champagne, fille d'Aliénor d'Aquitaine et du roi Louis VII. Marie deviendra son mécène et fort de son statut, il se permettra, chose presque inconcevable à l'époque, de signer ses œuvres et de maudire ceux qui oseraient modifier ses textes. La protection de la cour de Champagne, puis de la cour de Flandre, lui garantiront une stabilité et une sécurité rarissimes dans sa profession. Mais ça va aussi lui apporter des contraintes. Oh mon Dieu. Quoi, mon Dieu? Quelle beauté. Et quelle beauté. En effet, Marie de Champagne, comme beaucoup de nobles de l'époque, est à fond dans la fine amour, appelée aussi l'amour courtois. Elle va utiliser sa position de mécène pour commander une œuvre à Chrétien de Troyes, centrée autour d'une histoire d'amour courtois. En très résumé, puisque ce sujet mériterait à lui seul une vidéo de plusieurs heures, l'amour courtois est basé sur un principe très simple. Les hommes sont en gros des bourrins qui passent leur temps à se taillader sur des champs de bataille, tandis que les femmes sont les plus incroyables créatures du monde, belles, fortes, spirituelles, courageuses et dignes de louanges. En gros, les hommes ne méritent pas l'amour des femmes. Pour les chevaliers, cet amour, il va donc falloir le gagner, le mériter. Une relation courtoise, c'est donc en très simple un chevalier servant qui va accomplir des actions comme gagner un tournoi, accomplir une quête, écrire des poèmes, pour prouver à sa dame ses qualités physiques, intellectuelles et morales. Chrétien de Troyes va donc écrire un roman racontant les exploits et les épreuves que Lancelot, le meilleur chevalier de la table ronde, va rencontrer sur sa route qui le mène à sa dame, enlevée par le félon mêlé à Gand. Le roman avance bien, il promet d'être un grand succès, Chrétien de Troyes est sûr qu'il plaira à Marie de Champagne, donc tout va bien. Tout va bien, sauf qu'un problème majeur se pose à l'auteur, un problème d'ordre moral. La dame que Lancelot essaye de séduire et qu'il est parti chercher n'est autre que Guenièvre, la femme du roi Arthur. Ah, bravo, femme. Ce repas fut des plus roboratifs. Femme, cesse. Rabats un peu ton crin-crin. C'est esbobissant. Chrétien de Troyes, comme son nom pouvait le laisser penser, n'est pas très chaud pour faire l'apologie de l'adultère dans un de ses romans. C'est le seul défaut à ses yeux de l'amour courtois, puisque, normalement, l'amour courtois ne peut pas être vécu avec son conjoint légitime. Il est donc dans une impasse. Du coup, il a décidé d'honorer la commande du Lancelot, tout en écrivant un autre roman, plus conforme à son idéal. Cet autre roman, c'est Yvain, ou le chevalier au lion. Assez tôt dans le roman, Yvain tombe amoureux de Lodine, une jeune châtelaine dont il vient de tuer le mari pour venger son cousin Calogrenant. Il va la voir, lui dit son amour, et l'épouse. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tentée. Sauf que ses potes de la table ronde lui proposent de repartir à l'aventure, de faire des quêtes et de participer à des tournois. Lodine aurait bien gardé Yvain auprès d'elle, mais elle accepte qu'il parte vivre sa vie de chevalier.
à une seule condition. Dans un an, jour pour jour, il devra être rentré, sinon elle le quittera et le chassera. Yvain promet, fou de joie, et part avec ses copains chevaliers pour de nouvelles aventures. Mais malheureusement, il oublie de rentrer comme promis. Un jour, la servante de sa femme vient le trouver et lui annonce qu'il n'est pas nécessaire de rentrer au château, que la date est passée et qu'il n'a pas intérêt à venir trouver son épouse pour s'expliquer, puisqu'il ne la mérite plus. Yvain, à ce moment-là, comprend qu'il est trop tard et se morfond. Cependant, il ne baisse pas les bras, et tout le reste du roman, il va essayer de s'améliorer, de devenir un homme meilleur pour effacer sa faute et prouver à sa femme qu'elle peut désormais lui faire confiance, tout en sachant qu'il n'a aucune chance. Yvain va donc vivre avec Laudine un amour courtois encore plus parfait que Lancelot avec la reine, puisque la position de Laudine est a priori définitive. Yvain sait bien qu'il n'a aucune chance, qu'il est impardonnable, et il va donc réaliser de nobles actions de manière désintéressée. L'histoire d'Yvain et Laudine s'apparente donc à de l'amour courtois, à l'exception d'une chose, ils sont mariés. De cette manière, Chrétien de Troyes préserve les bons aspects de la fine à mort, mais y ajoute une dimension morale. Yvain essaye de conquérir Laudine non pas pour son plaisir, mais pour sauver son mariage. L'auteur a donc écrit en parallèle 2 romans illustrant à merveille la douceur et les charmes de l'amour courtois. Le premier à contre-cœur pour honorer une commande, et le second, plus conforme à ses convictions, pour proposer une autre voie à l'amour courtois, le mariage. C'est donc le moment où on serait tenté de répondre à la question qui nous préoccupe. Mais les puristes me diraient « Pourquoi tu ne parles pas d'Érec et Énide ?» Et ils auraient raison. Alors, parlons-en un peu. Je viens chercher ma femme. Non mais moi je m'en fous de rentrer dans le camp. Amenez ma femme ici, ça suffira. Érec et Énide est le premier roman de Chrétien de Troyes, et l'histoire va vous rappeler quelque chose. Érec est un chevalier de la table ronde, et il tombe amoureux d'une certaine Énide. Ils se marient et vivent peinards dans leur château pendant 1 an. Les autres chevaliers ne comprennent pas pourquoi Érec ne prend plus les armes, et des rumeurs commencent à circuler sur Érec qui commence à passer pour un qui peut pas se permettre de passer pour. Tout le monde le traite de Flamme Mireille, et même Énide commence à avoir honte de son mari. Elle lui demande de repartir à l'aventure pour retrouver son honneur. Érec reprend donc la route, et il emmène sa femme avec lui pour qu'elle constate de ses propres yeux les exploits de son mari. Les époux vont faire un deal étrange avant de partir, inspiré de l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Énide ne doit pas parler à Érec de toute l'aventure. Elle rompra malgré tout son serment plusieurs fois, notamment pour lui sauver la vie, mais ça, c'est une autre histoire. En réalité, l'histoire d'Érec et Énide est exactement l'inverse de celle d'Yvain et Laudine. Sauf que dans les 2 cas, les chevaliers de la table ronde surmontent des épreuves pour retrouver l'amour perdu de leur femme. Dans le cas de Lancelot, c'est pour séduire la femme d'un autre, et ça change tout. Vous y connaissez quelque chose aux choses de l'amour, vous? Ah non, je suis une vraie bille. Moi pareil. Vous voyez, on est venu me parler d'amour ce matin, j'ai rien pigé. Du coup, du point de vue narratif, Yvain n'est pas un anti-Lancelot, mais plutôt un anti-Érec, puisque les 2 histoires sont quasiment construites en miroir, nous signifiant sûrement que la perfection conjugale se trouve probablement entre les 2, à l'équilibre entre faire de son côté ce pour quoi on est fait, ici partir à l'aventure pour des chevaliers, et de l'autre, rester ensemble pour profiter de la vie. La première année de mariage de ces 2 couples montre 2 extrêmes dans lesquels il vaut mieux éviter de tomber. En revanche, du point de vue du message, Yvain comme Érec s'opposent à Lancelot. Leurs efforts vont au final consolider leur mariage, tandis que ceux de Lancelot vont faire chanceler l'équilibre du royaume. Ce n'est pas flagrant dans le roman de Chrétien de Troyes, mais on retrouve ça dans plusieurs œuvres ultérieures qui reprennent l'histoire de Lancelot et Guenièvre, que ce soit dans des romans médiévaux ou dans des œuvres plus récentes comme la série Kaamelott. Mais si l'on veut prendre un peu de recul, il n'est pas nécessaire d'opposer ces 3 histoires, car elles ont un point commun, l'amour courtois. Si Chrétien de Troyes préfère clairement le mettre en scène avec des personnages mariés, il garde l'essentiel du principe de la fine à mort. Ces 3 chevaliers accomplissent des exploits et surmontent des épreuves pour devenir meilleurs. Érec, devenu fragile, reprend l'aventure avec une difficulté supplémentaire, la présence d'Énide qu'il devra protéger. Yvain, de son côté, va apprendre au cours de ses péripéties à tenir sa parole, après n'avoir pas su le faire avec Laudine. Et Lancelot, le meilleur chevalier de la cour d'Arthur, combattant gonflé d'orgueil, va devoir s'humilier à plusieurs reprises pour retrouver le chemin de sa dame enlevée. Tous 3 progressent et deviennent des hommes meilleurs pour se montrer à la hauteur des femmes qu'ils aiment. L'amour d'une femme ne se prend pas, il ne se réclame pas, mais il se mérite.
Une belle morale médiévale qu'il est bon de rappeler de temps en temps. Me replonger dans tout ça m'a donné une idée. Je vous prépare une petite vidéo bonus sur les liens qu'on peut faire entre la légende arthurienne, médiévale et la série Kaamelott, afin de vous livrer l'avis d'un prof de français sur le travail énorme d'Alexandre Astier. On cherchera d'ailleurs à voir comment les romans anciens peuvent éclairer la tournure des événements dans les prochains films. Pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si la vidéo vous a plu, n'ayez pas peur non plus de lâcher un petit pouce bleu. Le mois prochain, pour le prochain épisode de l'anecdote, on parlera d'un petit détail génial caché dans un poème d'un de nos plus illustres auteurs. J'en dis pas plus.